Nous allons nous tourner aujourd'hui, chers téléspectateurs, vers l'histoire de la peinture, puisque nous célébrons en effet cette année la mort de Raphaël Sanzio, survenu en 1520. Raphaël, qui a marqué profondément, bien sûr, l'histoire de la peinture italienne et européenne, disparu très jeune, à 37 ans, qui suscita dès son vivant une admiration à peu près universelle. En 1511, Francesco Francia évoque ainsi son talent sublime. Le poète L'Arioste, l'auteur du Roland Furieux, voit en lui l'honneur d'Urbain, Urbino, sa ville natale, et les commentateurs italiens du XVIe siècle vont confirmer cette impression, exaltant la douceur, la grâce, le bon ton, qui inspire les tableaux donc de Raphaël. Comble de félicitations, on considère à l'époque qu'il est égal aux anciens, dans une renaissance qui privilégie bien sûr le retour à l'Antiquité, la redécouverte de l'Antiquité. C'est un jugement qui en dit long sur l'intérêt que suscite alors son œuvre. En 1555, Sabba de Castiglione nous explique que la peinture atteignit avec lui à sa perfection. À la fin du siècle, en 1590, Zuccari nous dit que jamais le monde n'avait vu un peintre pareil. Et au XVIIe siècle, eh bien, l'admiration se confirme, puisque Bellori nous explique qu'il réunit en lui toutes les bonnes qualités antiques. On l'assimile à l'époque où on le met sur le même plan que les frères Carasch, qui sont les champions de l'académisme tel qu'il s'impose dans l'Europe du XVIIe siècle, à une époque où tous les artistes européens sont contraints de fait d'aller faire leur pèlerinage à Rome. Le XVIIIe siècle va être un peu plus réservé. On lui reconnaît toujours des qualités de dessinateur exceptionnelles, mais en matière de couleur, on lui préfère Titien, le Vénitien, et on apprécie aussi beaucoup l'intensité dramatique propre à l'œuvre de Michel-Ange. Il y a un regain d'intérêt toutefois avec le néoclassicisme qui s'impose à la fin du XVIIIe siècle et quelques années plus tard, Ingres, qui est le champion en France de cette nouvelle école, eh bien, nous explique que Raphaël a posé les bornes éternelles et incontestables du sublime dans l'art. Quant à Delacroix, le chef de file du courant romantique, eh bien, il parle d'élégance et d'harmonie enchanteresse à propos du peintre d'Urbain. Toutefois, le romantisme s'écarte quelque peu de Raphaël, assimilé à l'académisme, et préfère à certains égards Michel-Ange, peintre beaucoup plus tourmenté dans son œuvre. La préférence classique et académiste qui marque l'œuvre de Raphaël fait que le XIXe siècle progressivement va le dédaigner quelque peu, à une époque où Manet découvre les peintres espagnols, les Fromentins, les peintres hollandais. On peut même noter le cas de Renoir qui veut aller voir les tableaux de Raphaël pour s'en passer l'envie, nous dit-il. Oui, mais une fois qu'il les a vus, eh bien il nous dit que c'est la peinture la plus libre, la plus solide, la plus merveilleusement simple et vive que l'on puisse imaginer. Donc on le voit, des points de vue contrastés, mais Raphaël reste présent, bien sûr, dans toute la grande tradition picturale européenne. Et les grands historiens de l'art du XXe siècle, Henrik Voegelin, André Chastel, vont évidemment lui reconnaître toute sa place. Alors, qui est ce personnage, qui est cet artiste? Raphaël Sanzio naît à Urbino, donc le 28 mars 1483, à moins que ce ne soit le 16 avril, on n'en est pas très sûr. Son père est un peintre, protégé du duc Frédéric de Montefeltre. Sa mère meurt en 1491, son père en 1494. L'orphelin est élevé par ses oncles, et c'est à Urbino qu'il va passer ses 16 premières années. Lui aussi va se tourner vers la carrière de peintre, il va apprendre le b.a.-ba aux côtés de Signorelli, puis à partir de 1499, on le retrouve à Pérouse, chez le Pérugin, qui va être lui aussi son maître.
Dès 1500, il est déjà connu, puisqu'on lui commande un couronnement de Saint-Nicolas de Tolentino. De nombreuses églises et fondations religieuses vont faire appel à ses services au cours des années suivantes. L'abbesse des Clarisses de Monteluce à Pérouse lui commande un couronnement de la Vierge qui assied définitivement sa réputation. Puis en 1504, c'est le mariage de la Vierge, conservé aujourd'hui à la Pinacothèque Brera de Milan. Après ces débuts tout à fait encourageants, il vient à Sienne. Il vient à Sienne pour y aider Pinturicchio, qui a réalisé les magnifiques fresques de la Libreria Piccolomini de la cathédrale pour le compte du futur pape Pie II. Et il va également commencer à s'intéresser à des sujets profanes, comme le songe du chevalier par exemple. Puis, nous allons le retrouver à Urbino, à la cour des Montefeltro, où il va d'ailleurs rencontrer Balthazar de Castiglione, qui va devenir son ami, et dont il nous a laissé le fameux portrait conservé au Louvre. Il est recommandé par la duchesse Giovanna de Montefeltro auprès du gonfalonier Soderini de Florence, et le voilà qui se retrouve dans la capitale de la Toscane. C'est là qu'il va réaliser le Saint-Michel et le Saint-Georges conservés au Louvre. Et puis ensuite, à partir de 1504 et jusqu'à l'été 1508, il se partage entre Florence, Pérouse et Urbino. Sa réputation est maintenant définitivement installée. Il se révèle également un portraitiste de grand talent, avec notamment son portrait d'un de ses protecteurs, Agnolo Doni, conservé au Palais Pitti de Florence, en même temps qu'un autre portrait, celui de Maddalena Strozzi. Il va découvrir à Florence les fresques de Masaccio, de l'église du Carmine. Il va découvrir aussi les cartons de la bataille d'Anghiari de Léonard de Vinci. Il poursuit ainsi sa formation. Revient à Pérouse, il peint une Sainte Famille, le Christ de l'église San Severo, qui sera d'ailleurs terminé par son maître, le Pérugin, qui survivra à Raphaël, disparu très tôt. On le retrouve à Urbain, où il peint en 1506 les fameuses Trois Grâces conservées au musée Condé de Chantilly, ainsi que son autoportrait célèbre conservé aux Offices. Commence donc ensuite une période florentine qui le voit réaliser toute une série de célèbres madones, la Vierge au Grand-Duc, la Madone dite de la Maison d'Orléans, la Vierge de la Prairie, la Vierge au Chardonneret, la Vierge, la Belle Jardinière, plus exactement du Louvre, la Sainte Famille à l'agneau conservée à Madrid. Donc il produit beaucoup durant toute cette période, des tableaux religieux, une mise au tombeau conservée à la Villa Borghese et qui était destinée à l'église Saint-François de Pérouse. À l'époque, il est influencé par Mantegna et par Michel-Ange. Et puis, alors qu'il a une activité extrêmement importante, dynamique, eh bien, il reçoit en 1508 une lettre de Bramante qui le convie à venir à Rome, où il arrive dans la capitale pontificale en décembre 1508. À cette époque, l'Église est dirigée par des pontifes qui sont aussi des mécènes, Jules II, le pape de la Rovere, puis lui succédera le pape Médicis Léon X, qui vont être des commanditaires de Raphaël. Il est chargé en effet du décor des appartements pontificaux. Il va réaliser les fameuses stanze qui constituent en quelque sorte l'apogée de son œuvre, à commencer par la chambre de la signature qui avait été commencée par Signorelli, Pérugin et Sodoma. C'est lui qui termine le travail. À la même époque, Michel-Ange est en train de peindre les voûtes de la Sixtine. Puis Raphaël va poursuivre avec sa dispute du Saint-Sacrement, dite aussi triomphe de l'Eucharistie. Il atteint là l'apogée de son art en combinant l'héritage de l'Antiquité avec l'inspiration chrétienne. C'est une des formules originales de cette renaissance catholique du début du XVIe siècle. C'est à peu près à la même époque qu'il va réaliser sa fameuse école d'Athènes.
Athènes, pour illustrer la philosophie antique. Également le Parnasse, où il rend hommage aux poètes également de l'Antiquité. Il met en œuvre, à travers tout cela, tout un idéal humain qui combine à la fois les sciences, l'art, la religion, la foi, et qui donne un aspect tout à fait original à son œuvre. Il va ensuite se charger de la chambre d'Héliodore, qui évoque le triomphe de l'Église, sous-entendu celui du pape Jules II, son commanditaire. Il y aura ensuite la messe de Bolsène, qui est un fresque censé participer à la lutte contre l'hérésie. C'est là en particulier que sont représentés les gardes pontificaux, qui constituent l'un des points ultimes de la perfection de l'art raphaélien. Jules II, le pape del Rovere, va mourir en 1513. Il perd là un mécène évidemment très important, mais le pape Médicis qui lui succède, Léon X, va confirmer Raphaël dans ses fonctions et il va pouvoir poursuivre ses travaux, à la fois les fresques du Vatican, mais aussi de nombreuses madones, la Madone Aldobrandine, la Vierge de Foligno, par exemple. C'est une époque où il subit l'influence de Sébastien del Piombo. Ses talents de portraitiste demeurent, portrait de Jules II, portrait de son ami la Fornarina, portrait de Frédéric de Gonzague, mais celui-ci malheureusement a disparu du fait des vicissitudes qu'a connues la ville de Mantoue. Il poursuit la réalisation de la chambre d'Héliodore, figurant le pape Léon arrêtant Attila. Également, il représente la délivrance de Saint-Pierre, une scène nocturne tout à fait originale pour l'époque. Puis, à partir de 1514 et jusqu'en 1517, il réalise la chambre de l'incendie du Borgo, qui évoque un épisode de l'histoire médiévale de Rome. Évidemment, le travail est considérable. Il a des disciples, des élèves, Perino del Vaga en particulier, Jean d'Udine. Il réalise un couronnement de Charlemagne qui évoque indirectement les relations entre François Ier et le pape Léon X. Après 1517, il se consacre à la chambre de Constantin, qui est censée exalter le triomphe du christianisme, avec une scène figurant la bataille du pont Milvius, qui donne la victoire à Constantin, hein, fameuse formule sous ce signe tu vaincras. Puis en avril 1514, eh bien le voilà maintenant architecte de la basilique Saint-Pierre, car il a non seulement des talents de peintre, mais aussi d'architecte. Il est adjoint de Bramante pour la réalisation de la basilique Saint-Pierre, et même il va remplacer ensuite Bramante. Il est aussi passionné d'architecture, c'est un grand admirateur de Vitruve, le grand auteur latin sur ces questions. Et puis on le retrouve également en 1516 surintendant des édifices antiques de Rome, ce qui veut dire qu'il a pour mission de diriger les fouilles qui vont bon train alors dans la capitale pontificale et qui permettent d'exhumer de très nombreux vestiges de l'Antiquité. Il a aussi des relations avec un certain nombre de mécènes laïcs, notamment le banquier Agostino Chigi, hein, et la résidence farnésine de celui-ci. Eh bien, Raphaël va la décorer en illustrant les métamorphoses d'Apulée, l'auteur ancien. Là, nous sommes en 1518. Il va à ce moment réaliser encore des portraits qui vont rester comme des références dans l'histoire de la peinture. Il y a bien sûr celui de Balthazar Castellione du Louvre dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a aussi le portrait de Jeanne d'Aragon, la reine de Naples. Hein. De cette époque date aussi la Sainte Famille dite de François Ier, conservée au Louvre, et c'est en 1519 qu'intervient la commande de la Transfiguration qui sera terminée par Jules Romain. Mais Raphaël travaille à un rythme effréné
Il est fatigué, il va contracter une mauvaise fièvre parce qu'il a pris froid sur un chantier de fouilles romain, et il va mourir le 6 avril 1520, le jour de son 37e anniversaire, laissant derrière lui une œuvre tout à fait considérable, 250 peintures, d'innombrables dessins, tout cela correspondant, je l'ai dit, à une capacité de travail tout à fait exceptionnel. Il a eu le mérite de réaliser une brillante synthèse de tout l'héritage italien de Giotto à Michel-Ange, en même temps qu'il réalisait la synthèse spirituelle, si l'on peut dire, entre l'héritage antique et puis l'héritage chrétien. Il va donner ainsi au catholicisme du XVIe siècle une orientation tout à fait particulière. En tout cas, son œuvre reste l'une des plus étonnantes de l'art européen. Il a résumé le génie italien des Quattrocento et Cinquecento, et cette œuvre, eh bien, elle nous parle encore aujourd'hui. Vous pourrez le vérifier en vous rendant à la grande exposition organisée à Rome pour le 5e centenaire de sa mort, et qui va finalement ouvrir ses portes après les incertitudes qui ont plané à ce sujet au cours des dernières semaines et des derniers mois. Cette année, le 5 juillet est l'anniversaire d'un événement qui, dans ces temps de repentance, ne sera certainement pas évoqué par la presse. C'est l'anniversaire de la prise d'Alger par les Français, le 5 juillet 1830, il y a donc 190 ans. En France, à cette époque, Charles X règne depuis 1824. Il fait face à l'intérieur à des difficultés politiques multiples, une forte opposition parlementaire, une crise économique doublée d'une crise de mauvaise récolte. Tout cela affaiblit son gouvernement. Les Turcs, eux, sont maîtres d'Alger. Ils exercent leur pouvoir à travers la régence depuis le XVIe siècle. Ce pouvoir, le pouvoir du Dey d'Alger, ne cesse de décroître, mais assure toujours la protection des pirates barbaresques dans le port de la ville. La piraterie gêne toujours les échanges en Méditerranée. Ils pillent les côtes, ils abordent les bateaux capturant leur cargaison matérielle et humaine. C'est ainsi que des milliers d'Européens ont été capturés pour être échangés contre une rançon ou bien pour être vendus comme esclaves pour les femmes, pour terminer évidemment dans les harems. Plusieurs expéditions contre ces pirates d'Alger ont été menées par les Européens et même 2 fois par les Américains, mais la piraterie, même diminuée, continue toujours, elle demeure un problème. Là-dessus, sous le Directoire en 1798, la France avait tout de même engagé des relations commerciales avec le Dey d'Alger par l'intermédiaire de 2 négociants en blé de Livourne, Bakri et Bousnard, qui négociaient avec la régence d'Alger l'achat de plusieurs tonnes de blé. Seulement, le bénéfice que les 2 négociants avaient voulu faire comme intermédiaire a été jugé exorbitant par le gouvernement français, qui a refusé de payer la note. L'affaire va traîner en longueur jusqu'à Louis XVIII, qui va finir par accepter le paiement de la moitié de la facture à la société de négoce. Quelques années plus tard, en 1828, le Dey d'Alger Hussein a toujours une créance en souffrance auprès de la société Bakri et Bousnard. Il exige de la France le paiement direct de cette dette pour simplifier les choses. Évidemment, le ministre de l'époque, Villèle, refuse. Le 30 avril 1827, lors d'une audience à la cour du Dey, celui-ci accuse le gouvernement français de s'être entendu avec la société de négoce livournaise sur son dos. Le ton monte entre le consul de France, Pierre de Val, est-ce que lui manque d'habilité, on ne sait pas, et le ton monte entre le Dey et Pierre de Val, qui, le Dey insulte le consul, vous êtes un méchant, un infidèle, un traître, et il finit par le frapper 3 fois avec le manche de son chasse-mouche. C'est plus que on peut supporter le consul qui quitte la pièce. L'incident diplomatique du coup de l'éventail vient de sceller, elle ne le sait pas encore, le sort de la régence d'Alger.
Là-dessus, Charles X voit dans ce scandale le moyen peut-être de détourner l'attention du peuple français vers la politique extérieure. Alors on envoie d'abord 10 navires français qui vont sur les côtes algériennes pour exiger des excuses et puis exercer un blocus. Mais l'état d'esprit du gouvernement français n'est pas encore dans la guerre à tout prix, et encore moins à la conquête du territoire. On envisage même que le Dey trouve une excuse pour expliquer son geste. On veut l'honneur sauf pour la France, c'est tout. Mais le Dey d'Alger ne veut rien entendre. L'opération militaire paraît inévitable. D'autant plus que le consensuel Villèle a été remplacé par un ministre beaucoup plus intransigeant, Jules de Polignac, qui veut saisir l'occasion de se débarrasser de ce nid de pirates. En février 1830, Polignac envoie à tous les gouvernements européens une note dans laquelle il annonce la volonté de la France de débarquer et de réparer l'affront qui lui a été fait. Et par la même occasion, je le cite, il veut détruire ce foyer de piraterie. Tous approuvent le projet, en particulier la Russie, la Prusse, l'Autriche. En revanche, l'Angleterre, évidemment, n'est pas du tout contente de cette opération militaire. Elle va même menacer le gouvernement français. Mais Charles X déclare alors « La France insultée n'a besoin de personne pour se venger. Quant aux Anglais, nous ne nous mêlons pas de leurs affaires, qu'ils ne se mêlent pas des nôtres. » En France, les difficultés intérieures sont encore nombreuses, l'idée de la conquête coloniale n'est pas du tout populaire, la presse d'opposition la critique violemment. Pourtant, cette idée ne date pas de 1829. Elle était déjà une idée de Napoléon en 1808 qui pensait, en débarquant sur les côtes d'Afrique du Nord, contrecarrer les positions anglaises de Gibraltar et de Malte, mais il n'aura pas le temps de réaliser ses plans. Il avait tout de même ordonné d'envoyer en Algérie un chef de bataillon du nom de Boutin pour étudier la possibilité d'un débarquement. Ce Boutin va remplir parfaitement sa tâche en 3 mois et il va rendre un rapport si complet que c'est ce rapport qui va être utilisé pour organiser l'expédition de 1830. Quand le 3 août 1829, le vaisseau La Provence battant pavillon parlementaire, c'est-à-dire neutre, est bombardé à la sortie du port d'Alger, c'en est trop, le débarquement est décidé. On reprend le plan de Boutin, on choisit comme chef de l'armée expéditionnaire le lieutenant-général comte Louis de Bourmont, qui n'est pas très populaire, mais qui va diriger cette expédition brillamment. Il est en cela secondé par plusieurs généraux, j'en cite quelques-uns, le général Descartes, le général Berthézen, le général Lauverdeau. C'est le vice-amiral baron Duperré qui lui reçoit le commandement en chef de la flotte française. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est un très bon officier dans la fleur de l'âge qui s'est couvert de gloire à plusieurs reprises et il va commander pour l'expédition 600 navires. En effet, l'armée compte 37 000 hommes en tout, 4 000 chevaux, mais il faut également transporter l'artillerie et évidemment l'approvisionnement. Elle compte entre autres des vaisseaux de guerre, 96 à voile et 7 tout nouveaux à vapeur, mais aussi 347 vaisseaux de commerce et toute une flottille de débarquement. Cette flotte est évidemment très dépendante du vent, non seulement pour aller jusqu'en Afrique du Nord, mais aussi pour le débarquement, toujours difficile si les vents sont trop violents. Heureusement, les qualités du vice-amiral vont faire merveille pour préparer la flotte le mieux possible. Celle-ci apparaît de Toulon le 25 mai, fait d'abord escale aux Baléares et en fait elle va y revenir plusieurs fois parce qu'elle va rencontrer des vents contraires qui la mettent en danger. Et elle va, quelques semaines après avoir croisé plusieurs jours au large d'Alger, menaçante, organiser le débarquement le 14 juin à une trentaine de kilomètres d'Alger, à l'endroit même que conseillait Boutin dans son rapport, dans la double baie de Siri-Firuche, séparée par un promontoire, une presqu'île dominée par un fortin blanc, baptisé par les Espagnols en leur temps Torre Chica. Les navires français ont déjà échangé plusieurs coups de canon avec les ennemis, mais au début, quand ils vont débarquer, ils vont rencontrer très peu de résistance. Il va y avoir bientôt 3 brigades de la division Berthézen qui vont arriver sur le sable en criant « Vive le roi !». À 5 heures du matin, il y a déjà 5 régiments en ordre de bataille et suffisamment d'artillerie pour répondre maintenant au feu des redoutes qui dominent la baie et aux fusillades des soldats ennemis, désormais cachés dans les broussailles.
La presqu'île de Sidi Ferruch devient alors en quelques heures un camp français dans lequel s'alignent les tentes. Une véritable ville de toile se dresse avec ses artisans et même ses guinguettes. Un camp retranché, défendu rapidement par une ligne de fortification avec murets et fossés qui la ferme. La presqu'île est fermée côté campagne. Bourmont installe son PC dans le minaret de Sidi Ferruch. Il fait même construire un télégraphe qui part de la Torre Chica pour pouvoir correspondre avec la flotte. Pendant ce temps, les Arabes mènent des attaques sporadiques. Ils harcèlent les soldats français. Bon, ces attaques sont repoussées, mais elles sont souvent meurtrières. Les Arabes attendent la moindre occasion d'attaquer les sections isolées ou les sections au repos. Ils coupent la tête de leurs victimes et la rapportent comme trophée. Là-dessus, le 16 juin, une tempête éclate qui force la flotte à s'éloigner, mais le temps redevient calme dans l'après-midi. Bientôt, le Dey Hussein organise la défense, regroupe sous les ordres de son gendre 40 à 50 000 hommes sur le plateau de Staweli à 6 km de Sidi Ferruch. Il a à sa disposition 6 000 hommes de la milice, entre autres 6 000 hommes de la milice turque, de sa propre milice, les 13 000 hommes du bey de Constantine, les 6 000 hommes du bey d'Oran, ceux aussi du bey de Titeri, tous vassaux du Dey d'Alger. Les Arabes sont convaincus qu'ils vont repousser les Français à la mer car notre infanterie n'est appuyée par aucune cavalerie. Mais on va voir que ça ne va pas se passer comme ça. La bataille de Staweli est formidablement meurtrière. Mais malgré les attaques désordonnées des cavaliers arabes, il y a des tirailleurs qui sont nombreux menés par les Turcs, des milliers de Bédouins qui attaquent de concert. Mais les soldats français qui risquent à chaque instant d'être submergés font preuve d'un courage et d'une discipline extraordinaire. Ils ne bougent pas de leur position et ils finissent par mettre en déroute les attaquants qui s'enfuient à l'intérieur de la ville d'Alger. L'armée va occuper à ce moment-là le camp des généraux de Hussein. Ils vont y trouver de grandes richesses, mais surtout des vivres fraîches qui réjouissent les soldats qui étaient nourris de vivres salés depuis leur départ de Toulon. Cette victoire de Staweli de 19 juin 1830 est l'une des plus brillantes remportées par l'armée française et provoque la panique à Alger. Pourtant, Bourmont, qui n'avait pas encore reçu les grosses pièces d'artillerie nécessaires à l'attaque des remparts d'Alger, la flotte avait été obligée de s'éloigner, ajourne l'attaque finale. Et les Arabes qui vont interpréter ça comme une hésitation, ils vont recommencer le harcèlement sur nos troupes. Enfin, les pièces d'artillerie sont là, Bourmont ordonne la marche sur la ville. Dès lors, sur le trajet, les combats sont âpres, livrés encore une fois contre des milliers de soldats, sur les monts Boudjarea et de Sidi Khalef. C'est là que malgré la victoire, l'un des 4 fils du général Bourmont va trouver la mort. C'est un jeune lieutenant plein d'avenir, mais il n'est pas le seul. Depuis le débarquement, 1700 hommes français sont en hors de combat, blessés ou tués. Pourtant, la progression vers Alger continue. Bourmont, avec l'aide de ses officiers supérieurs, Lauverdeau à gauche, Berthézen au centre et Descartes à droite, arrive le 29 juin sur les hauteurs qui dominent Alger. Encore une fois, la progression n'a pas été une promenade de santé. Les soldats souffrent de la chaleur, de la soif. Parfois, les sections se perdent, qu'elles ne connaissent pas la topo des lieux. L'une d'elles croit suivre la mer au loin alors qu'elle était trompée par les mirages de la plaine de Mitidja, écrasée de chaleur. Mais le Dey ne s'attendait pas du tout à ce qu'une attaque terrestre aussi importante double l'attaque par la mer menée par notre escadre. C'est la surprise totale. Jusqu'à ce jour, toutes les attaques étaient venues de la mer. D'ailleurs, les défenses de la ville sont concentrées du côté de la mer. C'est là où il y a le plus de batteries. Pour autant, il y a encore fort à faire aux environs d'Alger, car ce ne sont que des petits chemins et maisons blanches dans lesquelles on se perd facilement et où les soldats français peuvent tomber dans des embuscades. Le PC de Bourmont est dressé encore une fois sur les plans du conseil de Bourbon, à quelques centaines de mètres de la tour de l'empereur, une redoute de défense qui domine Alger, ainsi nommée car elle fut construite à l'endroit même où se dressait le camp de Charles Quint quand il avait tenté de prendre la ville. Bourmont fait construire une tranchée de 1000 mètres pour conforter ses positions. Les soldats font encore preuve d'une ténacité incroyable car la roche est dure et les attaques incessantes de l'ennemi ne n'arrêtent pas, sans compter de l'artillerie qui fait encore des dégâts dans les rangs français. Les 3-4 juillet, les défenseurs du Dey risquent une attaque générale qui est repoussée. Enfin, l'attaque générale sur le fort de l'Empereur est décidée par l'état-major français. Les défenseurs turcs colmatent comme ils le peuvent les brèches causées par notre artillerie, mais c'est une erreur d'un soldat ennemi qui met le feu aux poudres et le fort saute dans une explosion formidable. C'est la débâcle générale. Tout est perdu. Le Dey envoie alors des émissaires chargés de négocier une reddition honorable. Bourmont sait qu'il n'a pas intérêt, c'est pas vraiment sa volonté d'humilier le représentant de la Sublime Porte, mais il exige.
Que la ville et les forts qui en dépendent soient remis à ses troupes. Que les Turcs quittent la ville. 15 000 janissaires seront d'ailleurs transportés sur nos bateaux jusqu'à Smyrne. Le dé Hussein avec sa famille sera protégé par l'armée française. Il pourra partir avec ses richesses personnelles, mais aussi choisir le lieu de son exil. Il choisira Naples d'ailleurs. Bourmont s'engage à ce que les cultes et mosquées soient respectés, que les commerces et les industries, les maisons ne seront pas pillées et aussi les femmes seront aussi respectées. Les Français furent en cela plus cléments et civilisés que les Turcs et les Arabes, car les soldats français découvrirent au pied des remparts les corps et les têtes de prisonniers français massacrés. En définitive, la ville est conquise en si bon ordre que certains commerçants vont reprendre leur activité quelques jours après, comme si rien ne changeait pour eux. Les Français, quant à eux, se précipitent pour ouvrir les geôles et délivrer les esclaves chrétiens. Le 5 juillet 1830, le pavillon de France flotte sur la ville. Alger la Blanche est tombée et avec elle cette terre d'Algérie qui ne sait pas encore que les Français vont y rester pendant 132 ans. Charles X, quant à lui, n'avait plus que quelques semaines à être roi. Je vais terminer sur un extrait du journal de la prise d'Alger du capitaine de frégate Matterer qui écrit « Il a fallu 22 jours pour opérer un aussi beau fait d'armes que jamais nation n'a pu faire. » Le 5 juillet 1830 sera cité honorablement dans les annales de la postérité la plus reculée. Toutes les nations chrétiennes doivent bénir notre drapeau d'avoir délivré la terre de ces affreux pirates, l'horreur de l'humanité. Le 5 juillet a définitivement vengé 5 siècles de meurtres, d'infamie et de piraterie. Honneur et hommage à jamais à notre armée de terre et à la marine militaire. Je suis très heureux, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Bernard Zeller, que nous avions déjà reçu il y a à peu près 1 an et demi. Bernard Zeller est le petit-fils de Léon Zeller, qui a été l'un des chefs militaires parmi les plus importants de la Première Guerre mondiale. C'est aussi le fils du général Zeller, que nous connaissons pour son rôle en Algérie en 1961. Et il se trouve que Bernard a décidé, a entrepris de publier les souvenirs de son grand-père, donc le général Léon Zeller, qui a été aux toutes premières loges durant la Première Guerre mondiale, et il avait laissé par écrit donc un certain nombre de souvenirs consacrés aux généraux qu'il avait fréquentés de près, du fait de ses fonctions, c'est-à-dire les maréchaux Foch et Pétain. Alors ce volume-là est sorti à la fin de 2019, il y a à peu près 1 an et demi, et ces souvenirs sont complétés aujourd'hui par les textes relatifs au maréchal Joffre et au général de Castelnau. Alors c'est tout le monde de la guerre de 14 que nous retrouvons. On a eu l'occasion d'en parler à la faveur du centenaire à de nombreuses reprises, mais le regard que jette Léon Zeller sur cette période, le témoignage qu'il apporte à propos d'un certain nombre d'acteurs apparaissent tout à fait précieux. Alors il faut rendre hommage aux descendants de Léon Zeller, Bernard ici présent, au pluriel, mais également Alain, son frère Alain, mais également Louis Zeller, qui a exercé des responsabilités importantes au sein de l'armée française, qui a été inspecteur général, je crois, de l'armée française. Donc une piété mémorielle extrêmement sympathique et à laquelle il fallait rendre hommage. Alors il faut signaler aussi que cette édition a été possible et complétée par l'intervention du colonel Franc. Le colonel Claude Franc, qui est un excellent historien militaire, qui nous a donné des ouvrages tout à fait intéressants consacrés au commandement pendant la guerre de 14. Vous savez, il y a eu une période où c'était un petit peu la mode de se consacrer avant tout et exclusivement même aux simples soldats, à ses conditions de vie, où on avait tendance à privilégier, si vous voulez, en quelque sorte la troupe, et on manquait dans une large mesure, hormis les mémoires qui avaient pu être rédigés généralement dans l'entre-deux-guerres, on manquait de travaux de synthèse rigoureux, véritablement historiques sur le commandement. Et
Et le colonel Franc a joué un rôle important pour combler ce vide, et il est intervenu pour accompagner la publication des souvenirs du général Zeller, pour apporter le regard d'historien nécessaire pour éclairer tel ou tel point pour le public d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément familier, bien sûr, de ce qu'a été dans le détail cette guerre de 1914. Alors tout d'abord, Bernard Zeller, je voudrais que vous nous présentiez votre ancêtre, votre grand-père, le général Léon Zeller, qui a eu une carrière tout à fait considérable, importante, mais qui aujourd'hui, hormis les milieux spécialisés d'histoire militaire, évidemment, il n'est pas connu au même titre qu'un certain nombre des chefs militaires de 1914-1918. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'a été son parcours, et entre autres l'origine de sa vocation militaire? Oui, alors Léon Zeller est né en 1869 à Oberbrück, dans le Haut-Rhin, donc 69. Oui. Vous voyez tout de suite le. Il ne va pas rester français longtemps. Et son père était avec ses frères. Les frères de son père, ses oncles, donc, industriels, filature et tissage dans la haute vallée de la Dolère. C'est ça, c'était l'activité principale de toute cette région des Vosges. Et donc la guerre de 70 arrive. Après la guerre, cette partie est annexée par l'Allemagne, à très peu près d'ailleurs, parce que le territoire, ce qui est maintenant le territoire de Belfort, qui est resté français, la limite était sur la ligne de crête de la vallée, côté sud. Belfort qui est resté français grâce à la belle défense de Denfert-Rochereau pendant la guerre de 70. Et d'ailleurs, mon arrière-grand-père, quand il a entendu que le canon cessait de tonner du côté de Belfort, qui n'était pas du genre sentimental, s'est effondré en pleurs. Oui, parce que c'était le signe de la défaite désormais inéluctable. Alors, je pense, mais ça c'est pas trop dit dans la famille, que cet arrière-grand-père a dû opter en restant sur place pour la nationalité allemande. Mais il a opté pour la nationalité française pour son fils Léon, peut-être pour d'autres, je ne sais pas. Et ce qui fait que Léon a poursuivi ses études à Belfort d'abord, et ensuite à Stanislas, à Paris, où il a préparé Polytechnique. Il a été reçu en 1887, donc à 18 ans. À l'époque, on n'avait qu'une année pour préparer Polytechnique, après le bac. Et il vous êtes resté fidèle à la tradition familiale également, parce que je sais que vous aussi, vous avez été polytechnicien. Oui, mais pas mon père, parce que ni mon oncle aîné, parce que la guerre de 14 les a occupés autre chose. Votre père n'était pas, j'étais persuadé aussi qu'il était polytechnicien. Non, rien, ni Saint-Cyr, ni Polytechnique. Ah oui, ah bon? Oui, ce qui lui a donné une certaine liberté d'esprit, si je peux le dire. Ah bon? Il a fait, alors, n'étant ni Saint-Cyrien, ni Polytechnicien, il a fait l'école de guerre, c'est ce qui l'a rattrapé. Il a fait une carrière exceptionnelle. Oui. Parce qu'il a fini, je parle de votre père, là, chef d'état-major de l'armée de terre, je crois. Chef d'état-major, on disait même de l'armée à l'époque, c'était l'armée de terre, et 5 étoiles, comme son frère aîné Henri, qui a fait la même chose, sauf que les carrières étaient différentes, qui n'a pas fait Polytechnique, qui est préparé Polytechnique à Stan, comme leur père, mais qui sont engagés soit en 14, soit en 15. Alors vous n'avez pas été fidèle à Stan, parce que vous étiez à la flèche, je crois. Oui. Voilà. Mais bon. Alors donc le voilà. Alors il sort dans l'artillerie, et donc Polytechnique, c'est l'artillerie ou le génie au choix, quoi. Donc l'école de Fontainebleau à l'époque, et là il a Joffre comme professeur de fortification, puisque Joffre c'était le génie, lui. C'est un sapeur, tout à fait. Bon, ensuite il a des postes, en particulier au 4e régiment d'artillerie à Besançon. Et puis, bon, il a divers postes jusqu'à la guerre, et où il a, pas directement comme chef, mais Castelnau, qui est un ou deux niveaux au-dessus de lui, deux niveaux au-dessus de lui. Mais, donc il commence à le connaître un peu. Et puis, d'ailleurs, Castelnau lui demande de créer l'état-major de la 43e division d'infanterie de Langto.
Et puis, alors, arrive la guerre, il est chef d'escadron à ce moment-là. Il se retrouve assez rapidement à la 2e armée. L'armée commandée par Castelnau, qui est déployée en Lorraine. Qui connaissait bien parce que il a été son... je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était pas un état-major, parce qu'il était tout seul à Soissons, à la 7e brigade, dans les années 1907-1908, par là. Oui. Donc il se retrouve à l'état-major de la 2e armée. Alors là, je pense qu'il est 3e bureau. Et puis, quand Pétain vient prendre la 2e armée, alors au moment de... un peu avant Verdun d'ailleurs, mais c'est la 2e armée qui va être amenée à Verdun, à la demande de Castelnau. À l'automne 1915 que Pétain vient prendre la 2e armée. Voilà, c'est ça. C'est au moment de l'offensive de Champagne. Oui, exact. Et il garde la plupart des officiers d'état-major. C'était d'ailleurs l'état d'esprit de Pétain. Il faisait pas des changements énormes quand il arrivait quelque part. Et là, donc, au moment de Verdun, donc en février 16, la 2e armée fait mouvement à la demande de Castelnau. À la demande de Castelnau. Castelnau qui vient, le premier d'ailleurs. Et là, il est donc sous-chef d'état-major chargé des 2e et 3e bureaux. C'était assez classique. Il y avait un qui s'occupait 2e, 3e et l'autre 1er, 4e. Et là, donc, à la 2e armée, qui va prendre le choc, qui encaisse déjà, avant même la nomination de Pétain, qui encaisse le choc de l'offensive allemande du 21 février. Exact. Et des circonstances un petit peu particulières. Très particulières. Prise de commandement. Et donc là, il est le patron, il est sous-chef d'état-major, avec 2e et 3e bureau, c'est un poste d'une responsabilité énorme. Ah bah, comment, Il le reste c'est en mai que Pétain est remplacé par Nivelle, et prend le groupe d'armée, Pétain prend le groupe d'armée. Et puis, donc il reste avec Nivelle. Ensuite, je crois que jusqu'en, je ne sais plus, septembre, je crois. Ensuite, bon, il a un commandement effectif, et il se retrouve appelé par Pétain au GQG, ça doit être en mai 17. En 17, quand Pétain prend le commandement en chef. Oui. Et donc là, il est 3e bureau, opération. Alors, c'est l'époque où l'armée doit se refaire. Il y avait gros problèmes. Il y avait du boulot, là, après la crise des mutineries. Et Pétain lui demande de préparer trois offensives, mais limitées, mais pour lesquelles on sera sûr d'avoir des résultats. C'est la malmaison. De façon à remonter le moral des troupes et de tout le monde. Et puis de pouvoir attendre tranquillement les Américains et les tanks selon la formule de Pétain. Donc là, il a un rôle important. Et il est remplacé assez rapidement, on en parlait tout à l'heure, c'est Sérigny, l'âme damnée de Pétain, qui le fait remplacer par Durieux. C'est bien Durieux? Non, pas Durieux. Je trompe. Duffieux. Duffieux qui aura un rôle important après. Il sera au Conseil supérieur à la guerre, etc. Il est colonel à cette époque-là, Duffieux. Et Duffieux, d'ailleurs, sera au mariage de mes parents en 1933. J'ai vu dans la liste des invités. Donc, mon grand-père n'avait pas de problème avec son successeur. Et bon, alors, il termine la guerre. Il prend le commandement d'une division d'infanterie et il est envoyé à Poitiers. Il prend une division d'infanterie. Et ensuite, on lui propose un corps d'armée dans le sud de la France. Mais il y avait aussi la possibilité de prendre la 14e division d'infanterie à Mulhouse. Alors évidemment, ça près de chez lui là. Et puis avec des régiments prestigieux, le 105, le 15-2, les Diables Rouges, le 35e, les Diables Rouges de Colmar, le 35e Héry, le 4e Hérac où il avait été lieutenant, puis il commandait un groupe aussi, donc commandant ou chef d'escadron. Donc il a préféré prendre la 14e DI. Alors la 14e DI, on connaît la suite, c'est qu'elle a été commandée. Donc là c'est jusqu'en, il est de 69, je pense que c'est jusqu'en 1930. Et ensuite il passe en deuxième section. Deuxième section. Comme général de division.
14e DI a été commandé par Delattre, qui s'est très très bien battu en 40, hein, puisqu'on n'en parle pas du tout en ce moment, mais quand on parle de Montcornet, qui est un détail, alors que la 14e DI s'est battue un mois et a réussi à freiner les Allemands. À freiner l'offensive allemande en Belgique. Alors, elle a été dissoute après, je ne sais pas si c'est fin 40, une chose comme ça. Elle a été reconstituée par Delattre en mars 45 et il en a confié le commandement au général Salon, qui venait d'être promu général, qui a reconstitué, qui a refait un 15-2, un 35, par l'amalgame en fait. Voilà. Donc en 40, il est retiré à Oberbruck, dans la maison familiale. Les Allemands le somment de quitter. Puisqu'ils mettent la main complètement sur l'Alsace, contrairement à la convention d'armistice. Il envoie paître un certain nombre d'officiers qui viennent, mais à la fin, il est obligé de s'en aller. Il va à Lyon. Tous les meubles et tous les objets sont vendus aux enchères dans la région. Et il ne revient... Alors, il va visiter son fils, mon père, à Alger, une fois, sa fille à Sfax une autre fois, pendant la guerre. Et quand les armées remontent, il est sur leurs traces, là, en 44, et il est sur les talons de... Alors, je sais plus, je crois que c'était la première DFL qui arrive par le haut, là, dans la vallée par le ballon d'Alsace et par le Bernbach. Et il reprend possession de sa maison qui est complètement vidée, occupée par des tabors marocains, mais... et donc, il s'installe avec ma grand-mère, mais il meurt peu de temps après, par une courte maladie et une cérémonie présidée par le général Duvigier qui commandait la première DB. Il meurt à la fin, il meurt à la fin de la Seconde après Guerre quand mondiale, même, oui, après l'armistice. Donc il retrouve l'Alsace quand même française. Voilà l'Alsace française, c'est évidemment, ça fait écho au départ de Léon Zeller, jeune étudiant. Oui, mais il a vécu qui avait comme motivation de récupérer. Bien sûr, 74, donc, ou 19, mais bon, cette partie-là a été libérée assez tôt, hein, le Sud. Et puis, de nouveau, 40-44, c'était quand même assez difficile pour un Alsacien. Alors, il n'a pas dans sa carrière de séquence coloniale. Non. Léon Zeller. C'était ce qu'était le fait d'une partie de l'armée à l'époque, mais il faut rappeler aussi qu'il y avait une armée métropolitaine qui était quand même largement majoritaire, puisque la menace principale, ou perçue comme telle, évidemment, c'était le voisin allemand. C'est De Gaulle, hein, qui est lui. De Gaulle, c'est un métropolitain. Métropolitain, aussi, mais c'est le danger allemand. Il a un court séjour au Liban, je crois, De Gaulle, mais enfin, la dimension coloniale, c'est pas du tout... Et d'ailleurs, à la sortie de l'école de guerre, les chefs disaient « mais qu'est-ce que vous allez faire aux colonies ?» quoi. C'est ça. À cette époque-là. Alors que la priorité ou la mission principale, c'était la revanche de la défaite de 70. Alors, Léon Zeller, donc, pendant cette guerre de 1914, hein, vous nous l'avez dit, il se retrouve à la 2e armée, il est donc chez Castelnau au début de la guerre, c'est-à-dire qu'il participe à la bataille de Lorraine. Au début de 14, c'est l'époque où on va défendre les crêtes du Grand Couronné au nord de Nancy, après l'échec de Morange. Et Castelnau va manœuvrer de manière tout à fait remarquable pour casser l'offensive allemande dans la Trouée de Charmes, ce qui était une nécessité pour, en quelque sorte, transformer le succès de la Marne, le coup d'arrêt de la Marne, en une véritable victoire. Et là, il y a un point quand même intéressant, et ça me ramène vers le titre de l'ouvrage du dernier volume que vous avez publié, Le maréchal Joffre et le général de Castelnau. Castelnau, ensuite, à l'issue de la guerre, il ne sera pas maréchal. Il a pourtant commandé une armée. Hein, il a été major général de l'armée. C'est un acteur majeur. Hein, et c'est là qu'on peut rappeler la fameuse formule assez méchante
précédente de Foch, on ne donne pas le bâton de maréchal aux vaincus de Morhange. Or, c'est quand même tout à fait injuste. Il est bon de le préciser pour nos téléspectateurs. Morhange, c'est l'offensive sur les étangs de Lorraine que devait lancer la deuxième armée au début de la guerre. Et il y a dans cette deuxième armée un 20e corps commandé par Foch qui fonce bille en tête au nom de la stratégie offensive à tout crin que Foch a vendue les années précédentes à l'école de guerre et qui va se retrouver dans une situation très difficile entre la place de Metz tenue par les Allemands et puis les hauteurs des Vosges du Nord. Il va falloir se replier en catastrophe. Et on peut dire que ça a été le fait, dans une grande partie, de l'imprudence de Foch. Exact. Et son propos concernant Castelnau apparaît en fait des plus injustes. Donc, mais c'est pas pour ça seulement qu'on n'a pas donné le bâton de maréchal à Castelnau. Ça se discute encore d'ailleurs, tout ça. Bon, parce que l'explication simple, c'est de dire il était catholique, pratiquant, le capucin bauté, etc. Le capucin bauté de Clémenceau, président de la Fédération nationale catholique dans les années 1920. Oui, il était député d'ailleurs de la Chambre Bleu Horizon. Député de l'Aveyron, je crois. Oui, à l'époque. Alors là, si vous voulez, mon grand-père avait beaucoup d'admiration pour Castelnau. Il a été très proche de lui. Je parlais de Soissons tout à l'heure. Mon père, tout petit, suivait les après-cours, si je peux dire, avec les fils Castelnau. Bon, mon père et son frère aîné, Henri. Donc, ils étaient très proches, très très proches. Il admirait beaucoup Castelnau, qui était ménager du sang de ses hommes, qui était... bon, il comparait d'ailleurs de façon un petit peu injuste Castelnau 2e armée et c'était qui Mauduit 10e armée, qui était proche sur le front. Les pertes de Mauduit et les pertes de Castelnau. Bon, Mauduit avait aussi une zone où les Allemands attaquaient plus à ce moment-là. Bon, mais enfin, il était tout à fait très proche de Castelnau, qu'il a suivi longtemps. Et après la guerre, il y avait un déjeuner annuel où c'était les amis de Castelnau. C'était pas, comment on disait, pas l'équipe Foch ou l'équipe. C'était les amis, c'était pas l'équipe. Et donc son livre était quand même assez, je dis pas géographique parce qu'il est très tout à fait. Et Claude Franc nous a demandé, mais je trouve que quelquefois il y a des choses à rectifier un petit peu ou à commenter sur ce qu'écrit votre grand-père. Il était un peu gêné de nous demander ça. Mais au contraire, allez-y. Il s'agit de. Vous pouviez lui faire confiance. Il connaît parfaitement la question. L'historiographie a fait des progrès. Et il faut pas l'occulter. Alors, sur le maréchal de Castelnau, Foch s'y est opposé fortement. Foch qui était, entre guillemets, aussi calotin. Oui. C'est pas pour des raisons religieuses, là, dans ce cas. C'est une rivalité de personnes. Oui. Et bon, ça se trouvait aussi au moment où il était député, c'est ce qui est pas évident non plus. Et puis, alors Joffre devait être contre, j'imagine, en fonction de ce qu'il a écrit dans ses mémoires, qui est très négatif sur Castelnau, ce qui a d'ailleurs incité mon grand-père à écrire ses mémoires. C'est quand les mémoires posthumes d'ailleurs de Joffre sont sortis, avec des jugements sur Castelnau, sur Pétain assez négatifs. Il y avait des choses à rectifier. Ça a fait réagir, c'est pour ça qu'il a écrit ses souvenirs. Donc Castelnau... alors, il y a aussi une chose, et c'est intéressant, c'est Claude Franc qui met ça en évidence, c'est les deux types d'officiers qui arrivent dans les rangs supérieurs. Il y a les officiers plutôt orientés opérationnels et les officiers plutôt orientés organisation. État-major, oui. Et les opérationnels ont plus la faveur du public, parce que ce sont eux qui apparaissent dans les victoires, ou la faveur ou la défaveur d'ailleurs, ou les défaites. Quand ça se passe mal. Comme Nivelle. C'est le cas de Nivelle, évidemment. Qui avait une grosse encensé parce qu'il avait repris Douaumont, qui ensuite va nous envoyer au casse-pipe, au chemin des dames. Et Nivelle, certains disaient, c'est lui
lui le vainqueur de Verdun. C'est ce que certains prétendent encore, d'ailleurs. Oui. Ce qui est pas faux pour une partie, mais qui n'est pas la vérité. Non, bien sûr que... Non, mais il y en a qui disent, mais ça c'est d'une lecture après 45, et d'aujourd'hui plutôt d'ailleurs même, pour essayer de baisser Pétain dans tout. C'est un salaud de la guerre de 40, donc il était mauvais. Alors, mais parce que la victoire de Verdun, elle est acquise sous Pétain, en fait. Non, mais il y en a qui disent c'est Castelnau et Nivelle. La victoire défensive de Verdun, elle est acquise entre février et juin. Alors après, on va reprendre, certes, Douaumont et Vaux à l'automne, mais à ce moment-là, les Allemands, Verdun, ils s'en fichent. La bataille pour eux, elle est finie. L'organisation qui a été mise sur pied pour que ça fonctionne et qu'on résiste, c'est vraiment, c'est Pétain et son état-major. Et son état-major, dont Léon Zeller. Dont Léon Zeller. Et en particulier, alors, il y a des anecdotes intéressantes parce que c'est vivant aussi. Parce que le livre, ce que vous disiez tout à l'heure, sont les hommes, c'est-à-dire leur tempérament. On est proche. Le tempérament de Foch, le tempérament de Pétain, ça apparaît, et de Castelnau, ça apparaît de façon très claire. Ce ne sont pas les mêmes profils. Pas du tout. Il n'y a aucun doute. Pas du tout. Et c'est leur caractère et c'est leur façon de commander aussi. C'est ça qui est très intéressant. C'est vrai aussi en matière de doctrine. Pour Pétain, le feu tue. Alors que Foch va être le champion de l'offensive de type napoléonien. Oui, et puis alors, Castelnau est très contre ce qu'on appelait le grignotage, qui est d'ailleurs, le terme est terrible. Est-ce que ça faisait les morts sans... C'est ça, oui, c'était n'importe quoi. Mais on avait des générations qui avaient été formées à l'idée selon laquelle il fallait surtout pas s'en tenir à la passivité. Il faut attendre finalement l'échec du chemin des dames pour que Pétain puisse vendre sa défensive expectante, sachant qu'à terme, on sait que l'arrivée des Américains, l'industrialisation des moyens va faire qu'on va pouvoir reprendre l'initiative. Et je crois qu'il y a une anecdote, alors je ne sais plus à quelle occasion, avant le lancement d'une offensive, Poincaré est là, il y a de Langue de Carie, il y a Pétain et il y a Castelnau. Et Poincaré dit est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Est-ce que bon, tout est prévu. Alors de Langue de Carie dit tout est prévu, il vaut mieux rien changer, comme ça. Pétain dit, je ne sais plus combien, il y a 30 000 obus qui sortent par jour, il en faut 300 000. Et Castelnau dit, eh bien, Monsieur le Président, avec son accent du Midi d'ailleurs, il n'y a plus qu'à prier le bon Dieu. Mais ça donne quand même un peu le tempérament des... Le profil des uns et des autres, puisqu'effectivement, ces chefs militaires prestigieux de la Première Guerre mondiale, ils avaient des personnalités tout à fait différentes que l'on peut découvrir, donc, et c'est tout à fait passionnant, à la lecture des souvenirs de Léon Zeller. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Sur Joffre, en filigrane, on sent que mon grand-père est assez... mais il reconnaît une chose, c'est que Joffre avait le don de choisir ces généraux et de les mettre aux bons endroits au bon moment. Et ça, c'est très vrai, je crois. Oui, alors on a fait le reproche à Joffre un petit peu là, au moment du début de la campagne d'avoir une sorte de cour là autour de lui qui n'avait pas spécialement brillé dans la première phase des événements là au moment de la retraite, générale. Non, mais quand il limoge et qu'il remplace les généraux, il met des bons. Là, il y avait du boulot là, parce qu'on a eu un grand nettoyage là à l'automne 14. Merci beaucoup Bernard Zeller pour votre témoignage. Je rappelle donc le titre des ouvrages dont vous avez parrainé l'édition. Ce sont les souvenirs du général Léon Zeller, avec un volume paru il y a déjà quelques mois sur les maréchaux Foch et Pétain, et le plus récent consacré au maréchal Joffre et au général de Castelnau. De quoi réjouir tous les passionnés de la Première Guerre mondiale. Merci. Merci Philippe.